Pour parler de ces 5 années de lutte et du sort de ces prisonniers d'État, j'accueille ce soir en plateau Hilda Choboyan, militante franco-arménienne, défenseur de la cause arménienne, directrice de l'Institut du Caucase et fondatrice de cette même collectif Libertas qui se consacre à leur libération. Bonsoir, Madame Choboyan. Bonsoir, Asmik. Merci d'être avec nous ce soir. Je vous en prie. Je pense que ce n'est pas par hasard si je vous reçois ce soir en ce jour de commémoration sur notre plateau. Bien sûr, nous allons parler des activités de Libertas, mais tout d'abord, j'aimerais savoir quelles émotions vous avez, quelles émotions vous ressentez aujourd'hui. Je dois dire que 5 ans après le déclenchement de la guerre contre l'Artsakh, c'est un sentiment très lourd que j'éprouve. On a l'impression que l'histoire de ces 30 années d'indépendance de l'Artsakh est présentée aujourd'hui dans un miroir déformant au monde et à la société arménienne même. Et c'est quelque chose de très frustrant de voir qu'on est en train de clore un chapitre, je dis on, mais c'est aussi la communauté internationale. L'Arménie prend sa part dans cet effort de fermer, de clore l'histoire de l'indépendance de l'Artsakh. Et cette histoire de l'indépendance de l'Artsakh, pour nous, est une histoire du sens de la liberté des Arméniens. C'est-à-dire que lorsqu'il y a eu le mouvement du Rarapar qui a commencé, nous avons senti que c'était une sorte de revanche sur l'histoire, mais aussi c'était une rupture de toute la chute, si vous voulez, de l'arménité, depuis le XIXe siècle, depuis le XXe siècle, depuis le génocide, et que c'est un renouveau de l'esprit de liberté des Arméniens. Or, aujourd'hui, on sent exactement le contraire, et ce qui est très triste aujourd'hui, c'est aussi que de gré ou de force, le gouvernement de l'Arménie est en train de participer à cet effort d'effacer l'histoire. Et je dirais que, quelque part, c'est une mauvaise manière de se comporter vis-à-vis de l'histoire parce qu'on ne peut pas écrire l'histoire avec une gomme. On n'écrit pas l'histoire avec une gomme, on construit des choses. Et aujourd'hui, on est en train de voir, au fur et à mesure, la gomme opérer pour effacer toute cette histoire qui était l'histoire du renouveau des Arméniens. Et donc c'est très triste, c'est un anniversaire très triste pour nous. Pensez-vous que la diaspora arménienne, notamment la communauté arménienne de France, est désespérée? Il me semble que c'est comme ça. Ces derniers temps, elle est un peu passive. Je crois que comme l'ensemble du peuple arménien, la diaspora, et en particulier la diaspora française, se sent perdue. Il y a perdu la boussole. Et les divisions qui sont connues aujourd'hui en Arménie, dans la société arménienne aussi, cette division se remarque aussi dans la société arménienne de France, c'est-à-dire les franco-arméniens. Il y a donc ceux qui pensent encore que ça y est, nous sommes débarrassés de l'Artsakh et que voilà, de toute façon c'était écrit d'avance et que c'était une folie de demander l'indépendance de l'Artsakh, l'indépendance ou de l'autodétermination ou la demande d'adhésion à l'Arménie. Et il y a ceux qui ont lutté jusqu'à maintenant, qui ont lutté pendant 30 ans et qui ont été aux côtés de l'Artsakh et qui considèrent qu'on ne peut pas clore un chapitre de l'histoire comme ça, sans rechigner. Donc il y a cette division, mais il y a aussi une sorte d'état déboussolé de la communauté arménienne. Il n'y a pas de force politique, j'allais dire politico-sociétale et culturelle qui émerge aujourd'hui en France et en diaspora en général.
pour donner des perspectives à la diaspora. Donc, quelque part, la pensée politique est en chute et il y a aussi un vide qui s'est créé. Et ce vide fait que il y a une fracturation, j'allais dire, de la société franco-arménienne aujourd'hui. Par quelle mesure la diaspora arménienne peut augmenter sa voix? Alors, c'est une histoire bien sûr très compliquée, très complexe, parce qu'il faut un moment de l'histoire aussi. Le moment de l'histoire aujourd'hui veut qu'il y ait cette fracturation. Est-ce qu'il y a des choses que la diaspora peut entreprendre? Moi, je pense que si la diaspora, mais comme la société arménienne, si la diaspora est à même de faire des projets qui vont vers le même objectif, vers le même but, et que qu'on commence petit, c'est-à-dire ce que nous faisons par exemple, s'il y a dans le même but, dans le même objectif, par exemple de ne pas lâcher l'Artsakh, les gens d'Artsakh et leurs droits au retour, s'il y a des projets déclinés dans le but qu'on s'est fixé, je pense qu'il y a une sortie possible après. Donc c'est en réunissant, en additionnant toutes ces initiatives, on peut faire quelque chose. Mais aujourd'hui, les problèmes sont immenses et les gens ne voient pas ce qu'ils peuvent faire. Donc je pense qu'il faut inspirer, il faut être inspirant. Et chacun peut effectivement être cet élément qui inspire les gens de la diaspora et d'Arménie. Alors on peut parler effectivement de l'Arménie, de la société arménienne aussi, qui est en très mauvaise posture aujourd'hui. Je pense qu'il y a une perspective possible, mais on est encore aujourd'hui dans cette recherche de soi, parce qu'il y a aussi des coups durs à l'identité arménienne, que ce soit en Arménie ou en diaspora. Il y a un problème d'identité aujourd'hui. Ce qui a été possible dans les années 80, à partir des années 80, en Europe, probablement aux États-Unis aussi, en diaspora, c'était de donner une conscience politique, dans le bon terme, bien entendu, parce que quand on dit politique en Arménie, je pense que c'est mal compris. Oui. Conscience politique des franco-arméniens, par exemple, c'est-à-dire être arménien et français en même temps, mais en même temps ne pas lâcher l'arménité, ne pas lâcher le soutien, pas seulement humanitaire à l'Arménie, mais le soutien politique aussi. Ce que moi, personnellement, j'ai accompli dans ma vie militante, comme d'autres, beaucoup d'autres, eh bien, on est à un moment où cette conscience politique aujourd'hui est en chute libre. Et l'arrivée aussi des Arméniens d'Arménie qui sont installés, qui n'ont pas de conscience collective importante, sauf le lien avec la famille et le lien avec l'Arménie. Ils n'ont pas la conscience de la diaspora, de tout ce que la diaspora peut offrir aussi à l'identité arménienne. Donc tout ça, je pense que c'est quelque chose qui est aujourd'hui en magma. Et il y a quelque chose de nouveau à construire, mais ça viendra. Je suis convaincue et je suis plutôt optimiste que ça viendra. Alors, il y a un manque d'unanimité. Oui. Il y a un manque d'unanimité parce qu'il y a un déboussolement, si je peux dire. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où aller aujourd'hui, parce que d'un côté, l'Arménie a besoin de sa diaspora, de l'autre côté, mais de la vraie diaspora, pas de la diaspora manipulée. De l'autre côté, l'État arménien, en tout cas le pouvoir arménien, nous dit qu'on n'a pas besoin de vous. La diaspora est prise entre deux feux, et donc si l'Arménie n'a pas besoin de la diaspora ne va pas monter au toit pour réclamer sa part de responsabilité de l'Arménie. Donc il y a une interaction coupable entre ce que dit l'Arménie. Le Premier ministre vient en diaspora en disant « Écoutez, moi je ne suis pas responsable de vous ». Il peut se passer n'importe quoi en diaspora, à part envoyer de l'aide humanitaire aux Arméniens de Syrie. L'Arménie n'a pas une politique, par exemple, diplomatique
concernant les communautés qui sont en danger. Donc, quand on nous dit on n'a pas besoin de vous et nous ne sommes pas responsables de vous, il y a un mal-être qui se met en place et il y a bien entendu des divisions qui se mettent en place à la suite de ça. Et on est dans une situation vraiment très triste. Madame Tchouboyan, revenons à notre sujet primordial. Le collectif Libertas s'occupe des problèmes des prisonniers de guerre qui sont rentrés en Arménie. Alors, de quoi il s'agit? Alors, je fais un petit rectificatif. Nous nous occupons du bien-être des prisonniers libérés. Mais notre objectif, c'est la libération des prisonniers actuellement en détention en Azerbaïdjan, à Bakou. Et donc, nous faisons du lobbying entre guillemets, mais nous faisons donc du plaidoyer pour leur libération en diaspora, pas seulement en France, en Suisse. Nous faisons partie aussi d'un réseau international qui s'est créé il y a à peu près un an, un réseau international qui s'occupe justement de ce plaidoyer dans chacun des pays où nous nous trouvons. Nous avons commencé par un travail de parrainage des prisonniers arméniens. Donc il y a eu des prisonniers qui ont été libérés entre-temps, 32 prisonniers en décembre 2023, et nous nous sommes rendus compte que ces prisonniers avaient souffert de stress post-traumatique qui n'est pas prise en charge par une opération, le gouvernement, un organisme, etc. Et nous avons donc élargi ce travail de plaidoyer et de parrainage des prisonniers par les collectivités, par des ONG européennes. Nous avons élargi à une opération, à un projet de soutien psychologique ou d'aide psychologique plutôt à ces prisonniers, et c'est une opération qui est actuellement en cours. Avez-vous déjà certains résultats? Alors, c'est un processus qui est assez long, parce que, étant donné qu'il n'y a pas un organisme qui a déjà fait le répertoire de tous les prisonniers, avec les contacts, etc., nous travaillons avec la Croix-Rouge internationale, nous travaillons ici en Arménie, donc c'est le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge d'Arménie, qui a fait un très très bon travail avec les prisonniers libérés déjà, et qui a les contacts de tout le monde. Et donc tous les prisonniers libérés ont été contactés par cette espèce de consortium que nous avons formé avec le centre INTRA de santé mentale de Yerevan, dont le directeur, donc très connu comme un très grand psychologue en Arménie, Khachadour Gasparian, dirige cette opération avec le Centre international de droit comparatif de Siranush Sarakian, donc, et la Croix-Rouge internationale. Donc nous travaillons avec ces trois organismes qui ont mis en place donc, une sorte d'offre envoyée à pratiquement 300 anciens prisonniers. Ces 300 ont répondu « oui, non ». Nous avons des besoins ou nous voulons faire partie de ce projet. Et sur ces 300, donc actuellement, nous en sommes à la phase d'évaluation des besoins de chacun de ces prisonniers. Donc il y a ce stress post-traumatique qui opère et qui s'aggrave avec le temps. Donc les anciens prisonniers qui n'ont pas été traités à temps ont aussi des problèmes peut-être aggravés. Et notamment, quels sont ces problèmes-là? Alors, ces problèmes, c'est les problèmes du stress. En réalité, ce sont des gens qui perdent le sommeil, qui ont des accès de violence, qui s'enferment, qui ne se sentent pas compris par leur entourage. Il faut dire aussi que d'après donc, les psychologues que nous avons rencontrés, la société ne les accepte pas correctement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a été prisonnier de guerre, on considère que la personne s'est rendue aux Azéris et qu'il aurait mieux valu pour eux qu'ils se mettent une balle dans la tête. Voilà. Donc il y a aussi le rejet par la société environnante.
En revanche, ce qui est grave, ce sont les répercussions sur les enfants et sur leur famille. Il y a des problèmes sociaux, c'est-à-dire manque de travail, manque d'appétit pour le travail, inadaptation au marché du travail et des problèmes psychologiques qui aggravent cette espèce d'exclusion sociale de ces gens qui ne sont pas à même d'être comme les autres, parce qu'ils ont subi des violences. Ils ont subi des violences très souvent qui ne sont pas dites et qu'ils ne veulent pas partager avec leur entourage. Il y a des choses qui sont dites, d'autres choses qui ne sont pas, des choses peut-être indicibles pour eux qui ne sont pas dites. Ils ont été torturés, ils ont été maltraités, parfois très certainement certains violés, et dont leur intégrité physique et psychique est atteinte. Donc notre objectif, c'est de les aider à surmonter ces difficultés qui ont une répercussion très importante sur leur quotidien, sur leur famille, sur leurs enfants, sur l'équilibre de leur environnement également, parce qu'il y a des effets par escalier qui se répandent à un grand nombre de gens autour d'eux qui sont impactés par leur mal-être et par leur frustration et les effets du stress post-traumatique. Depuis le 8 août dernier, Nicole Pachinian proclame partout, crie partout que la paix est arrivée. Croyez-vous en cette paix? Je ne crois pas personnellement à la paix, et je trouve qu'à la paix par cette voie-là. Pourquoi? Parce que je pense que c'est un processus beaucoup plus complexe, la paix, et qu'on ne peut pas faire confiance à Donald Trump comme un faiseur de paix. On a vu qu'il échoue à le faire partout ailleurs où il veut, et donc c'est quelqu'un qui est plein de contradictions, c'est quelqu'un qui ne connaît pas les questions réelles, et qu'une paix transactionnelle n'est pas une véritable paix. Et comme j'ai dit, les conditions arméniennes ne sont pas connues, donc elles n'existent pas. Les conditions nécessaires à la survie de l'Arménie ne sont pas là aujourd'hui. Donc c'est très sommaire. Cet accord est tellement sommaire et tellement global que nous avons l'impression que les sous-titres ne sont pas définis encore. Donc je ne crois pas, tant qu'on n'a pas les sous-titres qui prouveraient qu'il y aurait une véritable paix. Mais à mon avis, la question la plus cruciale aujourd'hui, c'est ce qu'on fait de ce projet de paix en Arménie. Crier à la victoire avec une signature, une pré-signature de paix dont on ne connaît pas le contenu, c'est prendre la population arménienne, la société arménienne, pour une société ignorante. Et c'est le problème le plus grave, je crois, c'est de crier victoire avant même qu'il y ait des éléments tangibles pour que cette paix soit réelle et véritable. Je pense que la manière de présenter cette victoire est le vrai problème aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, si les Arméniens ne veulent pas être considérés comme une société de béni oui-oui qui, sans savoir exactement ce qui se passe, doit faire de toute façon confiance à son gouvernement sans avoir des garanties de paix, je pense que c'est une erreur de la part de ceux qui se présentent, qui sont enthousiastes et qui considèrent que le problème est terminé. Et à chaque fois, pendant ces dernières années, qu'on a fait une ouverture, on est allé, le pouvoir est allé signer quelque chose avec l'Union européenne, le pouvoir est allé à tel sommet ou à tel forum, on présentait ça pour une victoire définitive, ça fatigue le peuple, ça fatigue la société et ça éloigne, si vous voulez, le mode de confiance qui devrait y avoir entre la société
arménienne et son gouvernement. Et cette confiance-là est aujourd'hui mise à mal et, je pense, assez torturée aujourd'hui. Donc je pense que c'est surtout ce qu'on fait de ces perspectives de paix qui est en cause, et non seulement le contenu de la paix, et si oui ou non il y aura la paix juste en signant, en donnant un couloir, parce que finalement c'est un couloir, en donnant un couloir aux États-Unis, dont on ne sait pas ce que les États-Unis vont faire à court terme. La France avait été toujours engagée aux questions du Haut-Karabakh aussi en tant que coprésident du groupe de Minsk. Et maintenant, la France est écartée. Et d'après vous, quelle est la position d'aujourd'hui de la France à propos de la route de Trump? Je pense que diplomatiquement, la France a exprimé sa satisfaction, mais la France est écartée, bien sûr, de cette solution. Donc je pense que profondément, les intérêts de la France ne sont pas respectés. Je n'ai pas entendu de critique encore officielle de la part de la France, mais je pense qu'au Quai d'Orsay, on n'est pas si content que ça, que Trump, qui s'oppose aujourd'hui à l'Union européenne et à la France, se présente comme le sauveur en tout cas le garant de la paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Mais la France n'a jamais proposé, si vous voulez, de solution. Déjà, les relations de la France étaient très mauvaises avec l'Azerbaïdjan. Les relations étaient gâtées pendant quelque temps. Et ces relations sont en train d'être plus ou moins normalisées. Nous avons l'impression, en tout cas, sans avoir de choses tangibles, qu'il y a des discussions. Déjà, il y a eu libération d'un prisonnier français détenu en Azerbaïdjan. Et on a l'impression que la France est en train de changer de position. Mais il ne faut pas s'étonner de cela, parce que c'est l'Arménie qui est en train de changer de position. Donc ce n'est pas la France qui va faire ce que l'Arménie ne fait pas. Oui, bien sûr. Et votre dernier mot, avez-vous un certain espoir? Alors l'espoir, bien entendu, on a l'espoir de toute façon d'aider ceux-là. Nous avons l'espoir aussi de faire libérer les 23 prisonniers. Même si ça devient extrêmement complexe, extrêmement difficile. Malheureusement, on s'attendait à ce que, avec cet accord sous l'égide des États-Unis entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, que l'Arménie allait mettre des préconditions pour cet accord. Une des préconditions étant, et ça aurait été quelque chose de symbolique extrêmement important, ça aurait été donc la demande de la libération des 23 prisonniers et des informations sur les 80 disparus de force arméniens dont on est sans nouvelles, dont l'Azerbaïdjan refuse de donner des informations et refuse d'être détenteur de ces prisonniers. Donc nous espérions qu'à la veille du 8 août, l'Arménie aurait mis cela comme condition. Donc, on n'en a pas du tout parlé. Il y a eu une petite discussion devant les caméras entre le Premier ministre arménien et le président américain, qui a dit il y a 23 prisonniers chrétiens sont là-bas. On a l'impression que le Premier ministre était surpris un peu par cette évocation et que le président a dit oh, j'en parlerai avec Aliyev, et je pense qu'il n'en a pas du tout parlé. De toute façon, de la part de l'Azerbaïdjan, je pense qu'il y a une vraie volonté d'effacer et de criminaliser l'histoire de l'Artsakh indépendant. Criminaliser en criminalisant ces acteurs, les dirigeants politiques d'une part, mais d'autre part les simples citoyens, à partir du moment où ils ont pu mettre la main sur une personne âgée qui était d'âge d'avoir fait la première guerre de l'Artsakh. Ils lui ont collé donc des accusations et inculpations de crimes contre l'humanité. L'idée de l'Azerbaïdjan, c'est de criminaliser les Arméniens et de criminaliser la volonté des Arméniens de résister au pogrom. Parce que pour nous,
la libération de l'Artsakh, c'est une affaire de résistance au pogrom subi par les Arméniens. Et cet aspect-là a été oublié, je pense. Dans le discours arménien, on n'a jamais dit que les habitants de Chouchi d'il y a 5 ans, c'était les rescapés de Marara, les rescapés de Bakou, les rescapés des pogroms de Sumgait et d'ailleurs, et de Kirovabat. Et on a oublié dans le discours politique des Arméniens que ces gens-là n'étaient pas des colonisateurs, mais c'était des gens qui ont été rescapés des pogroms exécutés et mis en place par le gouvernement azerbaïdjanais. Et donc, dans le discours, il y a énormément de lacunes aujourd'hui, mais malheureusement, il est un peu tard. Il n'est pas tard pour le discours, mais il est tard pour maintenir et pour sauver la République de l'Artsakh. Par quelle solution? Alors la solution ne peut pas être immédiate, d'autant plus que nous sommes aujourd'hui dans une situation internationale qui est très mouvante et qui est pleine de dangers, bien entendu, mais aussi, je pense, une situation pleine d'opportunités. Quand il y a des situations mouvantes, des situations qui évoluent incertaines, disons, dans des situations incertaines, il y a plus d'opportunités que dans les situations figées. Et pour cela, il faudrait que l'État arménien soit prête, non pas en reculant dans les exigences, mais être prête pour bénéficier de situations qui pourraient s'ouvrir devant, et qu'on pourrait ouvrir, que la diplomatie arménienne pourrait ouvrir dans des cas comme ça d'opposition, de risque de guerre, etc. Donc je pense que ce sont ces situations-là qui sont bénéfiques pour trouver des solutions, et une solution effectivement à l'Artsakh aussi. Quand même, on peut essayer de conclure notre interview avec une note positive, si vous le pouvez, bien sûr. Alors la note positive, je crois que le peuple arménien ne laissera pas de toute façon traité comme un sous-peuple par qui que ce soit, par des dirigeants, mais aussi par l'ennemi, mais aussi par la communauté internationale. Alors, on nous prend un peu pour des sous-développés aujourd'hui. Nous ne sommes pas un peuple de sous-développés. En Arménie, il y a des gens extrêmement habiles, extrêmement intelligents. Il y a une capacité en Arménie intellectuelle extraordinaire. En diaspora, il y a, je dirais, autant, sinon plus, d'opportunités et d'intelligence. Ces intelligences-là ont besoin d'être coordonnées et non pas d'être opposées. Et non pas être négligées, être mis de côté. Donc je pense qu'il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui que de se fixer un but sans considérer que nous sommes incapables de le faire. Donc en considérant que nous avons toute la capacité de faire, et en réunissant les forces et non pas en divisant le peuple arménien en blanc et en noir. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous.